Réussir, toute entreprise a trois objectifs. Elle doit être attractive, rentable et pérenne. Et nous étudions l'entreprise dans son environnement, c'est-à-dire face à ses clients et à son marché. Il en ressort 9 cases, 9 facteurs qui ensemble déterminent le succès de toute entreprise. Dans chaque case, nous étudions également plusieurs facettes. Par exemple, l'attractivité se décline au début en désir besoin de clients, compétitivité et offre. J'ai inclus également beaucoup de techniques dans l'analyse de base comme PSTEL, matrice BCG, matrice AD, 5 pourquoi, moteur de croissance, CQQ, CEQP, pyramide de Maslow, PCM, technique pitch, etc. Et j'ai mis tout ça en mode coaching, c'est-à-dire je vais vous poser les questions, bonne analyse, et ce sont vos réponses qui vous permettront d'améliorer le fonctionnement de votre entreprise. C'est comme en coaching en général, les petits outils visuels facilitent la réflexion et le questionnement rendent plus digeste. Donc, l'objectif de cette analyse. Chaque entreprise, même la plus prospère, a des choses à améliorer. Et nous pouvons améliorer des choses seulement quand nous avons mis le doigt là-dessus. Chaque dirigeant a ses angles morts et notre objectif pour que vous puissiez aller droit à votre but, c'est d'avoir une vision claire de votre situation pour mieux anticiper les dangers, pour réfléchir sur votre business model actuel, vos prix, vos marges, pour identifier tous les leviers de croissance, augmenter votre chiffre d'affaires, etc. Nous cherchons aussi de simplifier la gestion de votre entreprise et savoir ce qui peut la bloquer actuellement. Et comprendre comment vous pouvez trouver de nouveaux clients, fidéliser les anciens, etc. Réfléchir sur votre positionnement vis-à-vis de votre concurrence. Bref, tout ce qui est important pour bien développer l'entreprise. Pour qui est cet outil, peu importe que vous êtes entrepreneur, dirigeant, manager, en fait, cet outil s'adresse aux décideurs. Vous pouvez l'étudier si c'est une entreprise plus grande, vous pouvez l'étudier en CODIR également pour augmenter l'efficacité de travail de votre équipe de direction. Le temps nécessaire dépend du nombre de problèmes que nous allons découvrir. Mais en moyenne, c'est entre 3, 6, 7 heures maximum pour des entreprises d'une taille plus importante. Cette méthodologie couvre vraiment la plupart des éléments qui sont obligatoires pour les entreprises de toute taille, tout type, tout âge. Et malheureusement, très peu d'entrepreneurs, de PME, de start-up font régulièrement le check-up santé de leur entreprise. Donc, c'est à utiliser dès que vous pouvez le faire. Pourquoi c'est important? C'est vraiment le modèle maître parce que ça couvre à 17 sur 20 premières causes de faillite pour les entreprises nouvellement créées. D'ailleurs, c'est très intéressant que vous devez le voir. La première cause de faillite, c'est sortir un produit dont le marché n'a pas besoin. Très souvent, je l'ai vu quand j'ai accompagné mes clients, j'ai vu les clients qui ont vraiment réalisé leur rêve, mais qui après ont compris que c'était pas du tout un produit attendu sur le marché. J'ai vu, par exemple, une société d'obsèques de luxe, investissement 1,6 million, complètement perdu.
homeware, parfum pour les femmes raffinées. Pareil, un gros investissement, genre 800 000. Beaucoup de problèmes sur différents cas. En fait, ça, c'était que les problèmes. Première case, besoin très restreint. Après, deuxième, concurrence non maîtrisée. Les coûts non maîtrisés qui ont influencé les prix qui étaient trop chers. Mauvais choix de partenaire également. Bref, il y avait plein de problèmes, etc. Je ne vais pas énumérer tous les cas difficiles. Il y en avait pas mal. Donc, ce que nous n'étudions pas en cette analyse, c'est dirigeants et ressources humaines. En fait, ce sont les trois autres causes. J'ai dit que cet outil couvrait 17 sur 20 premières causes de faillite. Trois autres causes sont liées aux dirigeants et aux ressources humaines. Soit c'est le niveau de compétence en équipe est mauvais, soit mauvaise communication, soit les problèmes dirigeants, manque de leadership, de management, de motivation, de passion, d'alignement ou carrément un burn-out. Et très souvent, il est dû à un mauvais équilibre vie pro, vie perso. Bonne nouvelle que tout cela, nous étions en mode coaching, donc coaching peut vraiment apporter des réponses à tout. Pendant que je vais travailler en interaction avec vous, deux jokers. Premièrement, vous avez parfaitement le droit de ne pas répondre à mes questions. Si les questions vous embêtent, si les questions vous posent une difficulté, vous pouvez la noter et l'étudier plus tard. Et moi, j'ai le droit de vous couper la parole parce que si on commence à trop discuter ou on s'éloigne un peu du sujet, ça va ralentir la présentation. Donc, moi, j'ai également mon joker. Je prendrais désir et besoin parce que pour moi, je pense que ça, c'est une chose la plus compliquée pour moi. Définir désir et besoin de mes clients. OK, donc on part sur les désirs et besoins. Qui sont tes clients? Sont les jeunes, plutôt des femmes, Oui. avec des femmes assez occupées par le travail ou par leur business. Mhm. Donc, des femmes vraiment sensibles, pour ça. Sensibilité artistique particulière. C'est très bien de définir vraiment la persona de son client parce que ça nous aide d'adapter notre offre. Donc, dans les désirs et besoins des clients, on regarde un petit peu leurs valeurs et croyances, leurs objectifs et les barrières qui peuvent se présenter, pourquoi ils n'achètent pas. Ça peut être les barrières opérationnelles, empiriques, financières, etc. Donc, à quel besoin de tes clients correspondent ton offre? Donc, c'est une femme plutôt citadine ou plutôt une femme rurale? Je dirais que c'est plutôt des femmes citadines. Oui. Quel, Euh, quel est son besoin? On peut déjà s'en servir de pyramide de Maslow. En fait, je pense que tout le monde le connaît, c'est un psychologue, sociologue américain qui a défini, qui est hiérarchisé des besoins à partir de besoins physiologiques, puis des besoins de sécurité, puis troisième niveau, tout ce qui est besoin relationnel, besoin de partenance, ça s'appelle appartenir à un groupe. Après, tout ce qui est besoin d'estime et le dernier étage, entre guillemets, c'est tout ce qui est développement personnel. Là, on est vraiment sur la réalisation de soi. Donc, et le besoin à qui l'on s'adresse,
il détermine est-ce qu'on s'adresse au marché de niche ou au marché de masse. Donc pour toi, ce que je comprends, c'est plutôt le marché de niche. Oui, bien sûr, c'est le marché de niche. Je dirais que sur cette pyramide, ça doit être entre le niveau troisième et quatrième peut-être. Parce que, donc, je veux croire que mes lampes sont assez cosy et elles donnent beaucoup d'émotions, hum, peut-être même amour, mhm, euh, intimité. Euh, mais en même temps, sur Steam, tu peux avoir, mes clients, et ils peuvent avoir quelque chose vraiment unique, mhm, oui, ce qui doit donner, leur donner un sens de self-esteem, un sens de... oui, oui, tout à fait, oui, oui. Mhm. En fait, c'est assez connu également qu'on se définit souvent par les objets qui nous appartiennent. Et effectivement, ce n'est pas seulement le goût artistique, mais c'est ça aussi pourquoi les gens souvent achètent des produits chers. C'est en fait pour se positionner socialement, se positionner, avoir l'appartenance à un certain strate social. Donc, quelles raisons vont pousser tes clients à acheter tes objets artistiques, tes lampes? C'est ma personnalité leur donne envie d'acheter mes créations. C'est, euh, d'un autre côté, dans un côté, c'est bien parce que je peux créer mon image Mhm. particulière Et tu pour mes clients. ouais. Mais d'autre côté, donc le marché est assez étroit pour moi. Prends. Absolument, absolument. Tu vois tout de suite où Oui, il y a le plus et le moins de cette façon de fonctionner. D'un côté, effectivement, tes clients, ce sont tes clients, ils vont pas partir chez un concurrent parce que ils apprécient euh, ton self-branding. Et de l'autre côté, il y a énormément de personnes qui ne te connaissent pas encore et de ce fait, qui ne peuvent pas t'apprécier autant et devenir tes clients. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire pour pallier à cette difficulté? je peux développer mon network personnel. Après, je Oui. peux m'exposer plus, participer aux expositions, etc. En même temps, ça prend du temps. Ça Mhm. prend beaucoup de temps pour me développer comme ça. Oui, bien sûr. Euh, Est-ce que tu peux, je sais que tu participes aux expositions, est-ce que tu peux imaginer autre chose, qu'il y a autre solution pour toi pour développer plus ta marque? Oui, je peux être plus actif aux réseaux sociaux. Super. Par exemple, Euh, sur quel réseau tu oui, choisis? faire des vidéos, des stories sur Instagram, etc. Et, Super, hein. Tu as déjà ton euh, compte Instagram? oui, bien sûr. Tu postes régulièrement? Oui, oui. Et, pour toi, quelle valeur exprime ta cliente en achetant ton produit ou ton client, mais j'imagine qu'il y a plus de femmes. Oui, que c'est un objet unique, tout à fait, oui. Oui, je vois qu'il cherche vraiment une chose qui peut toucher euh, leurs sentiments. Oui. C'est la partie sentimentale de mes clients. Mais le problème,
Donc, si on parle des besoins, Ouais. des mots de mes clients, euh, euh, le problème est que je ne sais pas exactement comment approcher les gens euh, qui peuvent devenir mes clients parce que normalement, ils ne sont pas très actifs aux réseaux sociaux. Ils n'ont pas, normalement, ils n'ont pas beaucoup de temps pour être actifs là-bas. Donc, je ne Hmm. sais pas si Qu'est-ce je que leur tes approche ou clients, pas. ils travaillent certainement si ils peuvent se payer ce genre d'objets qui sont assez chers. Sont les femmes plutôt actives ou les femmes au foyer ou... Normalement, ça, c'est les femmes vraiment actives. Soit les femmes qui ont leur business, soit les femmes qui travaillent beaucoup, par exemple à Microsoft, ou, Mhm. donc les entreprises comme ça, les entreprises Ouais. de niveau vraiment haut. Euh, et le problème est qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas Oui, actifs euh, sur Facebook ou Instagram. pour te trouver. OK. Et comment toi, tu peux aller vers elles où ces femmes, certainement, ils sont quelque part, où ils peuvent être et où toi, ça veut dire, tu peux les trouver, où toi, tu dois être également. J'ai essayé des hashtags différents comme par exemple les voyages, si les femmes aiment voyager ou Mhm. j'aime nature, etc. Mhm. Donc j'ai essayé de réfléchir aux choses importantes pour mes clientes potentielles. Juste mon network personnel Mhm. qui m'a donné des clients, euh, soit par hasard, soit à cause de mon activité régulière sur Facebook ou Mhm. Instagram. Euh, mais c'était toujours un intérêt particulier à ma personnalité. Et après, les gens ont commencé à être intéressés par les choses que je fais Ouais. et parfois elles achètent. OK, si on réfléchit différemment, quel but tes clientes souhaitent atteindre? C'est-à-dire, si on prend un objectif global, tel l'environnement ou produits de haute qualité ou importance de bons services, quel objectif global poursuivent tes clients ou tes clientes? Ce que je peux voir, c'est l'envie d'avoir quelque chose à la maison qui leur OK. touche vraiment, Oui. qui leur touche, qui donne des émotions. Donc, leur objectif, C'est c'est pas le déjà bon service. bien se sentir, je te coupe pour une seconde, leur objectif, c'est bien se sentir chez soi, par exemple, d'être entouré de belles choses. Donc, s'ils travaillent, ils reviennent à la maison et ils souhaitent être dans un environnement agréable. C'est pas exactement ça parce que pour avoir ça, tu peux acheter quelque chose à Ikea ou autre C'est pas magasin. forcément le même, c'est pas le même strat de produits visés parce que Ikea, c'est vraiment le marché de masse. L'IKEA, Euh, c'est pas cher, mais ce sont des produits très utiles. J'adore IKEA personnellement, mais ce sont pas des produits uniques. Toi, ce que tu produis, c'est vraiment donc quelque part peut-être être unique, c'est aussi l'une des préoccupations de tes clientes. Quel objectif ils souhaitent atteindre? C'est peut-être le premier objectif, c'est le décoration de leur appartement. Le deuxième objectif, c'est de sentir unique par l'identification avec un objet d'art qui est en même temps utilisable. Qu'est-ce qui peut être d'autre comme leur objectif que ta cliente poursuit? c'est une chose la plus compliquée pour moi, définir, D'accord, définir peut-être ça. que tu peux le réfléchir parce que ça peut être vraiment intéressant par rapport à ta communication. Quand tu connais les objectifs, ça d'ailleurs, tu peux même lancer les sondages. Parmi tes clientes existantes, tu peux les demander. Qui ont déjà acheté, qui ont déjà acheté. Oui, tout à fait, oui, oui. Qu'est-ce que
quel sentiment leur procure ton produit, qu'est-ce qu'ils cherchaient en l'achetant, et ça peut t'aider de aligner ta communication. Et peut-être également, tu pourras comprendre, encore une fois, en interrogeant tes clientes existantes, euh, où elles sont présentes déjà. Ça peut être peut-être non pas Instagram, mais LinkedIn, où il y a plus l'orientation professionnelle, mais où également les femmes actives s'expriment, où ils sont, où tu pourras les trouver. Euh, c'est toujours intéressant de voir l'objectif. Parfois, il y a même des objectifs cachés. Cachés on se les revendique pas. Par exemple, si, j'en sais rien, on s'inscrive dans une salle de sport, on peut se dire, oui, je vais améliorer ma santé peut-être, mais en fait, l'objectif, le vrai objectif, ça peut être soit bouger, soit améliorer sa ligne pour séduire, soit se socialiser, ou plein d'autres, ou parce que notre voisin s'est inscrit et on ne veut pas se sentir inférieur. Donc, ça peut être intéressant de travailler, de questionner, de lancer des sondages parmi tes clientes. La dernière petite question, quelles peuvent être les barrières, obstacles à l'achat parmi tes clientes? En général, les barrières, les obstacles peuvent se définir comme, par exemple, pour les produits plus technologiques, ça peut être le fait qu'ils sont incompatibles avec notre environnement existant. Pour d'autres produits, ça peut être qu'il y a une compétence qui est requise pour les utiliser. Euh, pour toi, je pense que ce sont plus des barrières financières parce que t'es, Oui, c'est le prix. Parce que les gens me demandent souvent est-ce qu'ils peuvent acheter cette lampe, mais quand je dis le prix, mais ça ne peut pas, ça ne peut pas coûter pas cher parce que ça se fait de main. Après, c'est vraiment unique. Ça prend du temps pour bien sûr. créer. Mhm. Et après, autre chose, euh, je voudrais, j'achèterais, mais Oui. pour le moment, je n'ai pas d'espace chez moi pour la poser. J'ai un appartement que je louais. Et si, Mhm. euh, si j'avais une maison, j'achèterais. Ou quand je vais avoir ma maison, je peux acheter. Je peux acheter. Si on revient aux barrières, est-ce que tu peux faciliter, j'en sais rien, faire le paiement en plusieurs, est-ce que tu le fais déjà, paiement en plusieurs versements, par exemple, ou est-ce que tu as d'autres moyens de faciliter l'achat? Honnêtement, j'ai pas encore essayé plusieurs versements. Mhm. Euh, je, je ne peux pas faire le prix plus, plus bas parce que pour le moment, c'est assez Personne, bas. non, personne ne dit de faire le prix plus bas, car Mhm. déjà, tu ne seras pas aligné avec tes clientes. Tes clientes qui souhaitent acheter un objet d'art unique, ils ne veulent pas qu'il coûte 20 euros. À 20 euros, ils vont justement à Ikea. Les clientes qui visent ton produit, ils peuvent être prêts à payer le prix, mais après, il y a peut-être des possibilités de réfléchir sur le fait comment tu peux leur faciliter l'achat ou peut-être aussi réfléchir un peu sur le closing, c'est-à-dire avoir une argumentation prête pour les hésitations de tes clientes quand tu discutes. Est-ce que tu as essayé déjà de faire ça ou pas? On peut carrément lister, faire, voilà, il y a un tel argument, ma cliente dit que c'est trop cher, ma cliente dit que chez elle, il n'y a pas assez de place. Tu peux réfléchir où et comment tu peux les aider de
comprendre comment ils peuvent insérer ce produit dans leur environnement existant. Mm. Que par Pour le exemple, prix, oui, pour le prix, oui. Donc, j'explique comment je le fais. J'explique combien de temps oui, il voilà, faut oui, tout pour à fait. Oui. créer une lampe comme ça. Et euh, il peut voir ne pas élever. Mais Mhm, en même mhm. temps, c'est vraiment un prix d'un objet d'art. C'est pas un prix Bien sûr, d'une tout à lampe fait, oui. dans Oui. le magasin, même Mm. le magasin plus cher que Mhm. qu'IKEA. Euh, et pour vendre une lampe, un objet d'art, il faut que tes clients ont confiance à toi. Il doit, donc, comment je comprends ça? Ils doivent avoir la confiance que je suis un artiste. Et Oui, tout à fait, oui. Mhm. pour leur faire avoir cette confiance, je crois que participation dans les expositions, c'est une chose qui donne cette confiance à mes clients. Mhm. Super, Mais pour super. et autre question, c'était sur l'endroit, sur possibilité de la maison Oui, pour avoir cette lampe. d'envisager, déjà d'envisager de base, est-ce que vous avez essayé de la mettre par-ci? Est-ce que vous avez essayé de la mettre par là? Est-ce que, j'imagine qu'un un objet aussi beau, ils peuvent ne pas seulement rester comme une lampe à côté de, j'en sais rien, leur lit, mais peuvent avoir plusieurs, disposés dans plusieurs endroits de maison. Est-ce que tu as essayé de réfléchir sur ça? Euh, Personnellement, je crois que ce n'est pas une vraie cause. Je Mhm, pense que la vraie cause est le prix. Parce que mhm. j'avais une cliente qui m'a commandé une lampe, mais elle habitait elle habitait en studio. Donc, Ouais, ouais. c'était un studio ici, mais elle travaillait pour Microsoft. Donc, elle juste voulait avoir Mhm. une chose unique chez Oui, elle. ouais, ouais, tout Donc, à fait, je ouais, crois que ouais. euh, pas chacun peut dire que oh, je n'ai pas d'argent. Euh, c'est plus facile Donc, psychologiquement de dire qu'est-ce que que tu pour le peux faire moment, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour faciliter l'achat? Plusieurs possibilités. peut-être, comme tu as dit, des versements partiels. Donc, je te laisse réfléchir à la maison, qu'est-ce que tu peux élaborer comme stratégie pour déjà être plus présente dans les endroits où tes clientes Mhm, sont présentes. Deuxièmement, pour élaborer une communication qui sera peut-être appropriée et qui se base sur une petite enquête que tu peux faire auprès de tes clientes. Et effectivement, tu peux réfléchir sur tes arguments, comment tu peux, en cas de tes clients évoquent que c'est trop cher, comment tu peux répondre. Il y a toujours dans le closing, il y a beaucoup d'arguments. Le premier argument qu'on utilise, mais c'est par rapport à quoi? C'est-à-dire, 1000 euros, tout le monde peut mettre 1000 euros dans l'objet et qu'il garde après toute sa vie, qui lui fait plaisir. Donc après, il y a certainement d'autres réticences. Donc pour ça, tu peux réfléchir de ce qu'on disait sur l'alignement sur les croyances et les valeurs de tes clients. C'est sur ça aussi que tu peux jouer. Pour toi, de 0 à 10, dans quelle mesure ton entreprise est alignée avec les croyances et les valeurs de tes clients? oh, c'est compliqué, c'est une question compliquée. Je ne sais pas.
Donc, c'est peut-être encore une chose à poser des questions. Qu'est-ce qui les fait acheter? Qu'est-ce qui les touche plus particulièrement? En fait, on est actuellement vraiment sur le marché d'unicité. C'est vraiment Mhm, le client, il attend d'être unique et c'est peut-être en discutant avec tes clients, tu peux mieux les connaître et élaborer une meilleure stratégie où tu peux toucher tes clients et comment tu peux vendre tes produits. mhm. Oui, Euh, merci. mais il n'y a pas de quoi. Euh, Ça, c'est ce que j'ai préparé, c'est vraiment quelques principes. C'est pas quelques principes. Ça, c'est tous les principes sur lesquels se base la réussite des ventes. Les clients cherchent à remplir les valeurs fonctionnelles, ce que le produit qu'il achète fonctionne. Les tiens, je sais que ça fonctionne très bien. Réduire les... Ah non, on est parti. Réduire les efforts, hein. Plaisir sensoriel, ça également, tu peux mettre en avant. Le contrôle, ça peut être le contrôle de leur environnement. Considération financière, ça rentre plutôt en ligne de compte quand le produit n'est pas très cher. Réduire le stress, ça peut être aussi un argument de vente parce que en regardant un produit d'art, on se repose visuellement et c'est très important avoir dans son environnement quelque chose de beau qui nous élève et qui justement nous tire vers le haut de la pyramide. Ça peut être le valeur symbolique, c'est justement aussi l'appartenance à une certaine catégorie de gens qui peuvent se le permettre. C'est la qualité d'objet. Je sais que tes objets sont de vraiment meilleure qualité. Et ça, le plus important, c'est l'objet émotionnel sur lequel tu peux également baser tes ventes. En fait, ça, c'est tous les... il n'y a pas d'autre. Quand on achète, il y a un de ces principes qui rentre en jeu. Et effectivement, on peut les utiliser dans notre communication pour que notre message soit plus clair, parce qu'on sait sur quoi on peut viser. On peut mettre plus en avant les valeurs fonctionnelles, comment notre produit remplit bien sa fonction. Par exemple, on vient de parler des crèmes qui améliorent la peau, qui devient super belle. On peut parler de la réduction des efforts. Ça, c'est vraiment un grand principe. Sur ce principe, il y a énormément de produits qui sont fondés, sont toutes nos machines à lave-linge, lave-vaisselle, etc. On les achète parce qu'ils réduisent notre effort. L'homme, heureusement, qu'on est feignant parce que c'est ça qui nous donne plus de créativité. Euh, on peut miser sur le plaisir sensoriel parce que ça fait acheter. Quand un pull il est tout doux, on a plus envie de l'acheter. On peut se baser sur le contrôle de notre environnement. Ça, c'est par exemple les piles qui durent plus longtemps nous donnent plus de contrôle parce qu'ils ne meurent pas au moment inapproprié. Et donc, on peut continuer à les utiliser. On garde le contrôle sur notre environnement. Les considérations financières, bien sûr, on essaie tous d'économiser un peu de sous, mais ce n'est pas toujours le cas parce que il y a des clients qui visent au contraire à acheter des produits chers, des produits haut de gamme, des produits de qualité et pour qui dans leur croyance, ça c'est encore sur les valeurs et croyances des clients, dans leur croyance, produit bon marché, il ne sera même pas envisageable parce que ça ne rentre pas dans leur système de valeurs. Donc la réduction de stress est également un principe et un message intéressant pour attirer la clientèle. Le plaisir social, c'est effectivement, ça c'est un autre niveau hormonal, ça c'est tout nos Facebook, tous nos réseaux sociaux qui sont là, axés là-dessus.
c'est le plaisir d'échange, c'est le plaisir aussi, sont les restaurants, c'est aussi le plaisir de se retrouver quelque part. Donc, ça, pour toi, je vois, par exemple, si tu crées des groupes qui vont pour qui tu vas faire des ateliers de création de petits objets d'art, c'est aussi le plaisir social que tu peux mettre en place. Comme justement, on a parlé concernant les crèmes, quand il y a les gens, ils se rencontrent, ils papotent et en même temps, ils font quelque chose qui leur plaît et qui sera utile après. Par exemple, ils créent pour toi un petit bijou. Plaisir social peut rentrer en ligne de compte quand le client va choisir ton produit. Valeur symbolique, c'est comme on disait déjà, c'est tout ce qui nous fait se sentir bien qu'on appartient. C'est justement ton cas aussi. On appartient au niveau haut de la société. On peut se payer un bel objet d'art. On peut se permettre de dépenser 1000 euros. Et effectivement, c'est un point de sensibilisation également de ta clientèle potentielle. La qualité de produit, effectivement, quand on sait que le produit va durer, quand on sait que le produit, qu'il n'y a pas d'obsolescence programmée euh, inhérente à ce produit, nous avons plus de plaisir de l'utiliser. Il est très émotionnel, comme on le disait. C'est toujours le cas dans tous les produits. Il y a des produits qui peuvent nous rappeler quelque chose de souvenir. C'est pour ça on revient toujours de nos voyages chargés de, de plein de trucs qu'après on met dans le coin, on ne sait plus quoi en faire parce que l'utilité de ce petit machin est de nous rappeler un moment agréable qu'on a vécu. Et donc ça, pareil, ça peut être utilisé dans euh, la communication que tu vas planifier, comment tu peux lier à, je sais pas, à un événement ou par exemple euh, à quelque chose à une période. C'est par exemple par rapport à ça. Un des Beers, je crois, oui, c'est des Beers qui a réussi un coup de maître d'utiliser les bagues avec les diamants pendant les fiançailles. En début du XXe siècle, pratiquement personne n'utilisait les bagues de diamants pour les fiançailles. Et c'est vers les années 30 que De Beers, avec le baisse de vente, a lancé le campagne publicitaire que le diamant, c'est pour toujours, qui justement évoquait l'amour qui doit durer toujours, toute sa vie. Et le diamant, il représentait cet amour. Donc, c'était le produit lié à une valeur et à une forte émotion. Donc, je crois qu'au Japon, il y avait quelque chose comme 3% de gens qui ont acheté les bagues avec les diamants pour leur fiançailles et ça est devenu genre 65%. Donc, et en États-Unis, pareil, c'était le coût énorme qu'ils ont réussi. Donc, c'est toujours l'attrait émotionnel nous aide à vendre à tous les coups. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci beaucoup. Et je trouve, en fait, je trouve ce slide génial. Euh, Super, euh, merci. une autre question, si je peux encore. Oui, 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 tout à fait, oui. Euh, dans une communication Oui, qu'on va faire vers les clients, oui. soit sur Instagram, soit Facebook ou autre, autre réseau, euh, est-ce qu'il faut utiliser tous 10 principes ou il faut les séparer dans la même communication? Donc, je peux créer une communication où je dis que, par exemple, ma lampe, c'est un objet d'art.
qui a sa fonctionnalité. Donc, c'est pas juste un objet de décoration, un objet de décoration, c'est pas juste un objet d'art, mais euh, Oui, c'est c'est fonctionnel c'est d'où également, bien sûr. Oui, tout à ah, fait. et, Euh, je pense que, et je donc, te coupe juste pour un instant, je mhm. pense que ça serait trop chargé si tu mets tout là-dedans. Ça va, il n'y aura pas de message cohérent. Donc, je pense que tu peux utiliser un ou deux maximum, mais ça te permettra de créer un peu une ligne de conduite de ta campagne publicitaire où chaque fois tu explores un des aspects de tes objets. Oui, Merci beaucoup, c'est un modèle vraiment intéressant pour moi. mais Je vais super. l'utiliser. Merci. Si on parle de fait comment on attire les clients, en fait, il y a ce qu'on appelle trois moteurs de croissance. Moteur de croissance fondé sur la fidélisation, quand les clients restent par habitude plutôt. Ça, c'est souvent quand, par exemple, nous avons notre comptable, on reste, même s'il n'est pas très bon, mais on reste quand même parce que c'est difficile à le changer. Après, le moteur de croissance viral, quand c'est justement entre vos clients que l'information passe, c'est aussi tous les MLM, multi-level marketing, qui utilisent ce moteur de croissance quand le client peut devenir le distributeur à son tour. Et il y a le moteur de croissance financé, c'est-à-dire quand vous payez quelque part une petite publicité ou une grande publicité, pourquoi une petite, pour apparaître dans sur d'autres sites ou différents médias. Qu'est-ce que vous utilisez comme moteur de croissance de votre entreprise? Donc, l'efficience sociale, comme je disais, il y a deux volets. Le premier principe, c'est notre pouvoir de négociation, c'est-à-dire les fournisseurs et les clients. On a un peu le double jeu avec les deux. D'un côté, on a besoin les uns des autres, et de l'autre côté, on a toujours un peu de rivalité parce que chacun a ses intérêts financiers. Et l'autre volet, ce sont nos partenariats qu'on peut lier, on peut réfléchir sur nos partenariats. Je regarde le temps, on a encore, je dirais, un quart d'heure, donc je vais pas trop parler, je vais plutôt poser des questions. Oui, Euh, sur euh, pour pouvoir déjà juste quelques mots pour pouvoir un bon pouvoir de négociation, on doit être nécessaire par rapport aux pyramides de Maslow, par exemple, plus on propose un produit qui est nécessaire pour notre client, plus on reste sur notre base, plus notre pouvoir de négociation est grand. Plus notre fournisseur nous propose un produit qui nous est vital ou un service, plus son pouvoir de négociation va être important. Donc, par rapport à ça, comment vous vous positionnez par rapport vos fournisseurs et vos clients? Est-ce que vous pourriez déjà évoquer un petit peu, nous raconter ce que vous faites et après, donc, on reviendra sur ces questions. oui. En fait, le projet, c'est de lancer une marque de soins cosmétiques, Oui, de oui, skincare. oui. Oui. Donc, qui Et donc, sont vos fournisseurs? voilà, le fournisseur, ça va être principalement nos partenaires, nos laboratoires avec qui on va Oui. développer le produit. Mhm. Ensuite, Donc, ces vous serez laboratoires, ils plutôt ont dans la revente. non, on n'est pas du tout dans la revente. On n'a pas le laboratoire en propre, mais on va travailler avec des experts, les laboratoires français, Mhm. pour Mhm. développer nos produits. Donc, on va OK, créer notre marque en développant notre produit selon notre brief, d'accord, selon notre d'accord, positionnement. Et en fait, d'accord. on a référencé, en fait, on est deux sur le projet, on a Mhm. référencé
en panel de fournisseurs différents. On a fait un mini tour de France pour visiter les usines et voir OK. les laboratoires, on va dire, de différentes tailles. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, par rapport à ça, il y a des grosses usines qui font, enfin, en fait, des sous-traitants qui vont faire, on va dire, qui vont servir des marques connues du groupe L'Oréal ou autres. Mmh. Et des plus petits laboratoires qui peuvent accompagner des jeunes marques et effectivement, en fait, nous, on se rend compte que, on va, se positionner par rapport à voilà, sur des en tout cas, on va commencer à travailler avec plutôt des laboratoires de taille Mmh. moyenne pour, pouvoir, voilà, être servis, d'une manière, réactive, pour, avoir un contact, voilà, plus comment dire? Un niveau, hiérarchique important parce que dans les grands groupes, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de Ouais. process et nous, on a besoin en tant que petite structure d'avoir de la fluidité, d'échange et aussi d'être, comme vous dites, voilà, avoir un certain pouvoir de négociation parce que si on est une petite marque et on travaille avec des gros, on va passer, en dernier, potentiellement les délais ne Tout seront à pas fait, oui. respectés et cetera et Ouais. cetera. Donc nous, on va, sélectionner des laboratoires qui, voilà, déjà veulent travailler avec nous, qui ont voilà, qui répondent à nos besoins, enfin, notre brief, en termes de, voilà, de qualité, de bonnes Mmh. pratiques et autres, de texture et ensuite, voilà, l'idée, c'est de travailler, avec, 1 ou 2 pour, Mmh. lancer la première gamme. Mais dans ce que j'entends déjà, vous avez déjà assimilé plusieurs choses qui sont très importantes. Déjà, quand vous dites que vous allez travailler avec un ou 2, effectivement, il y a toujours, d'un côté, si vous devenez un gros client, plus vous êtes gros, plus, votre pouvoir de négociation est grand et vous pouvez commencer à dicter un petit peu, ce que vous avez envie d'imposer. De l'autre Mmh. côté, si le laboratoire avec qui vous travaillez ferme, vous vous retrouvez sans fournisseur. Après, je sais pas, il Oui. y a est-ce qu'il y a, des contraintes au niveau de, par exemple, des organismes notifiés ou quelque chose comme ça dans votre domaine? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, il y a des laboratoires qui vont formuler, d'accord? Oui, Donc pour nous aider à formuler parce que c'est des vrais chimistes et cetera oui. et après, il y a, on va dire, des fabricants qui vont, Mmh. produire en masse. Et en Ouais. fait, nous, ce qu'on va faire, comme nous, on va développer une formule sur mesure pour nous, on va la tester et cetera. Ça prend, voilà, presque un an et l'idée, c'est que cette formule nous appartienne et si jamais, Mmh. la société justement, on a demandé à qui appartient la propriété intellectuelle, ça, c'est un des critères du choix de laboratoire. Parfois, Absolument, ils oui. disent que nous, on vous donne juste les droits d'exécution, et voilà, ça, il y a des choses qu'on va aussi, qui vont rentrer en jeu au moment du choix définitif d'un Mmh. laboratoire et en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, nous, on a l'objectif de grandir et de pouvoir produire des moyennes grandes séries, sous 2 ans à peu près et donc dans Mmh. ce cas-là, donc si la formule nous appartient, on peut la sous-traiter à n'importe qui, à qui on veut en fait. Enfin, Mmh. c'est-à-dire en termes de fabrication. Donc, si on parle des activités, vous avez, c'est vous qui développez, donc c'est vous qui êtes dans la recherche et développement, Oui, en ce que je enfin, c'est comprends. nous qui si vous voulez, nous on n'est pas, enfin, on n'est pas, médecins, pharmaciens et autres, mais en fait, ils ont le laboratoire, ça nous c'est quelque part notre centre R&D en fait. Mmh. Mais Ah nous, oui, on donc investit dans le développement, vous oui. OK, vous dirigez cette partie qui est exécutée quelque Oui, part voilà, dans le voilà, c'est ça. laboratoire. OK, Oui. et après donc c'est vous qui allez prendre ce produit qui était, développé pour vous, pour le commercialiser? Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, ce qui est très important ici de prendre en compte, quand plus vous déléguez, plus vous perdez, le pouvoir de négociation parce qu'effectivement, quand vous donnez tout votre savoir, quand vous êtes démunis après, par rapport aux
votre fabricant. Et qu'est-ce Mhm. qui l'empêchera après? Là, on est déjà sur l'autre sujet, pas sur le pouvoir, mais plutôt sur comment protéger votre marque. Mais je pense qu'ici, c'est important également. Avez-vous prévu des moyens de bien cadrer par les contrats les principes de base de travail avec vos fournisseurs? En fait, le contrat n'est pas encore rédigé, mais oui, on va travailler avec un avocat pour Mhm. nous accompagner voilà, sur la rédaction de ce contrat et la clôture, oui. Ok. C'est prévu en tout cas. Mm. Ok. Dans ce cas-là, si nous prenons cette volet, votre fournisseur de base qui sera un laboratoire, euh, qu'est-ce qui vous aide de voir un bon pouvoir de négociation avec cet laboratoire? Bah, par rapport aux fournisseurs, c'est que c'est nous qui payons et tout simplement c'est ça. Et puis, comme j'ai dit, on va choisir des laboratoires qui n'ont pas de gros clients, qui cherchent à se développer grâce aux petites marques et les fait grandir en fait. Nous, on va essayer de choisir le laboratoire qui a du potentiel, qui a voilà, le matériel, les machines à pointe. Donc voilà, ils vont pas fermer du jour au lendemain en fait. Mhm. Donc, Euh, justement, vous cherchez d'un côté pour qu'ils ne soient pas trop petits pour ne pas les perdre et de l'autre côté qu'ils ne soient pas trop oui, grands c'est ça. pour ne pas qu'ils vous disent ce que vous devez faire. Euh, Voilà. Est-ce que quand vous avez commencé à négocier, dans ce que j'ai compris, vous avez déjà présélectionné quelques-uns des Oui, on a fournisseurs? présélectionné, mais on est ouvert à en voir d'autres. Et c'est vrai que là, la question qui se pose, c'est que est-ce qu'on doit avoir encore plus de fournisseurs parce qu'on a 6 produits, si vous voulez, dans la gamme à lancer. Et en fait, il y a, on va dire, des experts dans tel ou tel galénique, ce qu'on appelle voilà, on va dire des bases de produits. Et, et soit, on prend quelqu'un et on se dit: «Bon, une crème, tout le monde sait la faire», Oui. soit on cherche vraiment des experts dans chaque domaine et dans ce cas-là, on va travailler avec plusieurs laboratoires et ça va être, on va dire, enfin ça va quelque part complexifier, la gestion. Voilà. Et le choix. Euh, Et le pouvoir de négociation va être moindre parce que si Tout on à fait. fait, tout chez un seul, il va pouvoir nous faire des meilleurs prix, avec, beaucoup plus de produits et ça va être plus et c'est même pas le prix, il y a des contraintes au niveau des quantités, par exemple, des quantités minimales, voilà donc Tout à fait, mmh. complètement. Mais si vous vouliez avec, par exemple, un seul laboratoire, rien ne l'empêche après de monter les prix, justement parce que vous êtes complètement dépendant de sa production. Donc, est-ce que vous prévoyez des mesures contre ça? Bah, en fait, c'est comme je vous ai dit, c'est-à-dire que si quand la formule nous appartient, si les prix ne nous conviennent pas, on va tout Vous simplement allez choisir ailleurs. un autre fabricant, oui. Là, Euh, et en fait, ça, ils le savent et c'est pour ça qu'il y en a certains qui disent qu'ils veulent pas donner la propriété intellectuelle de la formule. Est-ce que vous pouvez avoir des partenaires clés qui peuvent influencer cette position de négociation? Mmh, non, je comprends pas la question. Est-ce que peut-être En tout vous cas, dans pouvez ce vous domaine, je vois pas. associer? euh, oui, est-ce qu'il n'y a pas je ne sais pas, l'organisme ou une entreprise avec qui vous pouvez vous associer pour qui a peut-être le même type de demande et vous pouvez le faire ensemble pour Hem, avoir plus de poids, mais pas, disons, pas dépendre de cet laboratoire. En fait, si vous voulez, là, c'est pas vraiment notre préoccupation aujourd'hui, le pouvoir de négociation, parce qu'on a quelque part, déjà résolu. Là, le pouvoir de négociation, ça va être fort
Si en fait, il y a la première chose, c'est que si on en fait plus de produits, on produit chez le même fournisseur, Oui, voilà, il a plus de confiance. Deuxièmement, on tout peut à fait. s'engager sur des quantités annuelles. Par exemple, Tout pour à dire fait, que, oui. on va produire, des quantités à voilà, plus importantes à 1 an et 2 ans et cetera. Mais ça, c'est quelque chose qu'on souhaite pas. En fait, il y a pas de donc, honnêtement, au contraire, on est sursollicité, par des demandes et en fait, les personnes qu'on a consultées veulent Oui. tous travailler avec nous et on n'a OK. pas de Dans ce question cas, de voilà. oui, dans ce cas, c'est votre pouvoir de négociation qui est grande. Mmh, Comment pouvez-vous procéder pour justement choisir le meilleur partenaire avec qui vous allez travailler? Qu'est-ce qui rentre en voilà. ligne de compte de votre choix de prestataire? Oui et ça, c'est une question, effectivement qui n'est pas simple parce que, là, sur le papier, ils sont tous parfaits, Ouais, hein? la qualité du produit, c'est très important. Mais nous, on a enfin, c'est-à-dire qu'on le voit déjà quelque part avant, on voit, quel type de produit qu'ils font, avec quelle marque ils travaillent. Mmh. Mmh. Et donc ça, on peut c'est facile, se positionner par rapport à ça. Mais en revanche, effectivement, le comment ça va se passer, pendant, les 12 mois de fabrication, parce qu'il y a là, par exemple, il y a plein de facteurs, c'est leur réactivité, c'est le fait de est-ce que par rapport à la réglementation, ils vont bien faire des choses? Parce qu'en fait, la réglementation est très, très importante dans ce domaine. Tout à fait, oui. Est-ce qu'on peut faire confiance et en fait, ils vont pas foirer les tests, nécessaires, voilà, de compatibilité avec le packaging ou autre? Est-ce qu'ils vont nous aider à trouver le bon packaging? Voilà, il y a plein de questions parce qu'en fait, ils nous aident un peu sur toutes les phases. En tout Mmh. cas, c'est ce qu'on cherche, c'est un accompagnement sur toutes les phases et donc là, c'est on peut pas le savoir, en avance, c'est presque le feeling, c'est aussi les références et voilà et donc c'est pas simple comme, effectivement Tout comme à fait. question. Est-ce que vous avez établi là, vous m'avez énuméré effectivement, plusieurs critères. Est-ce que vous Mmh, avez établi la liste complète de, critères, sur lesquels vous allez choisir, mmh. votre futur Heu, partenaire? non, on n'a pas encore établi, mais il faudrait la faire, je pense, oui. Oui, absolument. Je Ouais. pense que, ça peut vous permettre, de, justement cocher les cases et comparer les, différents tableaux et comparer les différents laboratoires par rapport aux tous vos critères et voir, souvent on fait même, ABC, A correspond à 100%, B correspond plus ou moins, C correspond dans moindre mesure et on liste tous les critères et après on voit, ça devient beaucoup plus visible, qui on peut choisir, qui correspondent au maximum. C'est d'habitude plus c'est visuel, plus c'est facile après à, choisir. Je regarde, on est déjà 14h moins 5. Sur un bref, résumé sur ce qui est la pratique ASAP, vraiment, un outil simple et efficace qui vous permettent ce qui est important, c'est que vous considérez, l'entreprise dans son ensemble. Comment vous pouvez travailler? Vous pouvez prendre, donc le tableau de 9 cases et regarder comment chaque élément sera influencé par les autres éléments. Par exemple, justement dans votre choix de partenaire, vous pouvez voir, non, est-ce que vous rentrez dans tous les normes et réglementations? Comment vous protégez? C'est dans imitabilité. Donc, comment est-ce que vous déposez les brevets? Qu'est-ce que vous faites, par rapport à ça? Comment votre, choix de partenaire va, par exemple, influencer, les désirs et les besoins de vos clients? Est-ce que si vous prenez une marque avec un nom plus fort, peut-être les clients seront plus attirés parce que vous pouvez dire que vous travaillez avec un tel laboratoire.
comment ça va jouer sur votre compétitivité, comment ça va être par rapport au coût. Ça, c'est également quelque chose de très important de prendre en compte parce que vos coûts vont influencer fortement votre prix de mise sur le marché. J'ai déjà vu des cas quand les gens s'emballaient un petit peu sur les coûts, ils faisaient de mieux en mieux, ils mettaient un paquet, mais après, il fallait vendre tellement cher qu'il n'y avait pas de clients. Donc, bref, vous pouvez étudier votre entreprise sur tous ces angles pour voir comment ils s'entrecroisent et comment il y a les impacts mutuels. Vous pouvez aussi prendre cette grille et voir où vous avez fait même, ne serait-ce que faire des petites SWOT. Je pense que tout le monde connaît SWOT, c'est force, faiblesse, opportunité, menace. Vous pouvez colorer les cases avec bleu, orange, rouge pour voir où vous êtes bien, où vous êtes moins bien, où il faut apporter attention supplémentaire. Vous pouvez trouver où vous avez vraiment des problèmes. Le problème global souvent, et c'est que on n'a pas tout ça, on ne passe pas tout ça souvent en revue en permanence. Et certaines, c'est comme les goulots d'étranglement, certaines parties peuvent devenir des contraintes fortes qui vont influencer le reste de la grille. Donc, c'est vraiment important de trouver où vous pouvez avoir un problème. Après, vous élaborez une stratégie, vous regardez quelle amélioration vous pouvez apporter sur telle ou telle autre case et comment cette amélioration va jouer sur les autres cases. Ça, c'est également très important. À la base, je suis ingénieur système et c'est bien connu dans la théorie des systèmes, quand on améliore une partie, souvent le système dans son ensemble perd en efficacité. Donc, c'est vraiment important de voir les influences des cases les uns sur les autres. Et après, vous passez au concret. Vous identifiez un élément ou une catégorie sur lequel vous voulez travailler. Vous identifiez un certain nombre d'options et après, vous choisissez les meilleures options, comment vous les améliorez. Donc, mon accompagnement personnel coûte pour les entrepreneurs 600 €. Pour les entreprises plus importantes, c'est 1 000 € et pour les entreprises encore plus importantes, 1 200 € quand on l'étudie en CODIR, juste parce que ça prend plus de temps. C'est juste avoir en vue tous les éléments. Je prends quelques secondes pour présenter l'équipe de CEO Coach. En fait, j'ai créé une structure qui est assez légère. Nous sommes tous des coachs indépendants, spécialisés dans différents domaines d'activité. Et ça fait que si vous vous adressez à CEO Coach, si vous avez besoin de coaching, on peut toujours vous trouver une personne qui pourra vous prendre en charge.